Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Un mot pour commencer de l'actualité. Le tribunal a suspendu l'arrêté de la mairie de Grenoble autorisant le port du burkini dans les piscines municipales. Vous en réjouissez-vous ? Je ne commente pas les décisions de justice. Même administrative, mais je vais dire ce que je pense, moi, sur le sujet. Je suis très attaché à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je considère à titre personnel que le burkini n'est pas la meilleure promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est du progrès social, dit Éric Piolle. Ça permet à des jeunes filles de cité musulmane d'aller à la piscine, sinon elles n'iront pas. C'est sa conception, ce n'est pas la mienne. Deuxièmement, je pense que dans des piscines publiques, il n'y a pas de possibilité de porter le burkini, parce que je pense que c'est un lieu de neutralité. On n'est pas à la plage. À la plage, le burkini pourrait être éventuellement interdit pour trouble à l'ordre public. Mais sinon, chacun, à la plage, va se baigner comme il l'entend. Mais là, on est dans des piscines publiques, et je trouve qu'il est bien de rappeler un principe simple, qui est un principe de neutralité. Des agents, pas des usagers. Des agents, mais de l'espace de ce service public, c'est quand même important. Dans des piscines, c'est ma conception en tout cas. Le principe de laïcité, c'est un principe de neutralité, c'est un principe de liberté et de protection. De liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, de croire en sa religion, bien sûr, et d'être protégé dans sa conscience. Mais, au-dessus de sa foi restera toujours la loi de la République. Et la loi de la République doit nous permettre de vivre ensemble. Et il faut mettre fin à toute velléité communautariste, là, en l'occurrence musulmane, qui essaye d'imposer une conception contraire à la nôtre entre l'égalité entre les femmes et les hommes. On voit bien la bataille juridique qui commence, autorisé à Rennes, interdit à Grenoble. Est-ce qu'il ne faudrait pas une loi pour que une règle commune s'impose dans toutes les piscines, dans tous les espaces publics de France ? C'est un débat qui devra avoir lieu, et je pense que si c'était nécessaire, la loi devra trancher. Dans ce contexte-là, face à la crainte d'un séparatisme islamiste, comprenez-vous que la nomination de Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale inquiète les associations laïques ? C'est l'intellectuel qui avait dit l'islamo-gauchisme n'existe pas. Oui, j'ai vu qu'on avait repris un certain nombre de phrases, mais moi j'aime bien lire l'ensemble de l'œuvre. Je voudrais d'abord rassurer tout le monde, Pape Ndiaye, c'est un historien. Un historien, c'est quelqu'un qui a une haute conception du récit national. C'est un universitaire et un chercheur. Et il n'est pas interdit à un universitaire et à un chercheur de s'intéresser à un sujet majeur dans une république, la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme. Il a travaillé sur ces sujets. On peut être profondément républicain, profondément universaliste et profondément attaché à la lutte contre les discriminations. Donc laissons tranquille Pape Ndiaye, laissons-le travailler. Et jugeons-le sur ses actes. Sur ses actes. Sa première visite était dans le collège de Samuel Paty, une visite symbolique qui montre son attachement très clair à cet universalisme républicain. Autre affaire évidemment qui divise, qui continue de diviser, l'affaire Abad. Le parquet n'ouvre pas d'enquête. Cela veut-il dire que la question de la démission du ministre ne se pose plus à l'heure où nous parlons ? Moi, je ne parle pas du cas particulier de M. Abad, je voudrais parler plutôt du sujet de fond qui est lié à la question des violences sexuelles. Je voudrais tout d'abord dire que le premier message, c'est pour les victimes. Dans une société, il faut protéger les victimes. Les victimes des violences sexuelles doivent être écoutées, doivent pouvoir s'exprimer, doivent pouvoir être protégées par la police et la justice. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois profondément au droit et à la justice. Le droit et la justice, ça veut dire que ce n'est ni aux réseaux sociaux, ni aux politiques, ni aux médias de décider et de trancher, mais bien à la justice dans un état de droit. Et donc, elle doit protéger, cette justice, les victimes, les défendre jusqu'au bout et réparer lorsque c'est nécessaire, et défendre aussi la présomption d'innocence, parce que sinon, évidemment, il n'y a plus de justice et plus d'état de droit. Mais dans cet équilibre, le monde politique avait trouvé une règle qui fonctionnait. C'était pas mis en examen, on reste, mis en examen, on s'en va pour pouvoir se défendre, et pour qu'il n'y ait pas de confusion. Cette règle a été brouillée. Certains mis en examen restent, Dupond-Moretti, d'autres, avant même la moindre inquiétude judiciaire, démissionnent. Bayrou en 2017, François de Rugy. On a troublé le jeu. Oui, je crois qu'il faut garder beaucoup de sérénité sur cette question-là. Il faut s'attacher à des principes. Les principes que nous devons respecter, c'est le droit et la justice. Après, il appartient au président de la République, en l'occurrence à la première ministre, là, puisque c'est Elisabeth Borne,
et aux ministres éventuellement concernés de regarder une situation lucidement et de voir si ça entrave l'action du gouvernement ou pas. Vous dites c'est pas aux politiques de faire le travail à la place de la justice. L'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique, pour vous, c'est une association de défense des victimes ou c'est un organisme qui fait de la politique? Il semble que ce soit les deux. Cet organisme défend une belle cause, la lutte contre les violences sexuelles, mais il semblerait que ses dirigeantes soient très marquées politiquement, en l'occurrence provenant de LFI. Donc il faut toujours être prudent, notamment dans le cadre des élections législatives. Oui, il y a un c'est pour ça que moi je ne veux pas commenter cela. Ce qui m'intéresse, c'est les principes. Les deux principes essentiels, c'est protéger les victimes, leur permettre de parler, d'être défendus, d'être protégés. C'est absolument essentiel dans notre société. C'est un combat majeur. Et en même temps, le droit à la justice doit passer pour réparer et faire en sorte que ces victimes aient le droit à la justice. Et en même temps, attaché à la présomption d'innocence, car, encore une fois, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi de décider de la réalité des faits. Les victimes ne sont parfois pas entendues parce que on étouffe un peu les affaires. Vous étiez proche, vous étiez membre des Républicains. Vous aviez entendu cette réputation de Damien Abad dans sa relation aux femmes? Non, mais en revanche, c'est un de vos confrères qui m'en a parlé il y a quelques jours, avant que ça ne sorte. Le ministère de l'Intérieur propose de ne plus enlever de points sur le permis de conduire pour les petits excès de vitesse, moins de 5 km/h au-dessus de la limite autorisée. Bon sens ou habileté un peu électoraliste de Gérald Darmanin à quelques jours des élections? Non, je crois que le ministre de l'Intérieur a raison sur ce sujet de lancer des pistes et de travailler avec ensuite l'ensemble des associations à de bonnes solutions. Donc je n'ai rien à redire là-dessus. Il y a un risque, c'est qu'on se dit bon allez, on va appuyer sur le champignon et puis il y a plus de victimes. C'est ça que les associations craignent. Non, mais moi je suis pour la sécurité routière. Je suis pour qu'on protège au maximum nos concitoyens. Simplement, il peut y avoir un débat, il peut y avoir des concertations. Moi-même, je ne conduis pas de voiture, je suis pas le mieux placé pour donner ma solution. C'est un sujet sensible, la voiture dans les élections. On l'a vu avec le carburant, on l'a vu avec les gilets jaunes, la bagnole, les Français y sont viscéralement attachés. Oui, mais je le comprends. Moi, j'ai un tropisme parisien, donc je suis plutôt en métro, éventuellement en taxi, à pied, à vélo. Mais c'est vrai que, évidemment, la voiture est essentielle pour des millions de Français pour aller travailler, pour se déplacer, pour sortir, pour amener leurs enfants à l'école ou dans des équipements sportifs et culturels, qui est un sujet majeur pour transformer notre modèle de production industrielle automobile, pour aller vers des voitures plus propres et plus vertueuses et soutenir ces filières-là. Et puis il y a un autre travail à faire, qui est évidemment de soutenir les plus vulnérables, et notamment sur le chèque énergie. Justement, parlons pouvoir d'achat. Dans votre circonscription urbaine, avec des électorats populaires, pour lutter contre l'inflation, est-ce qu'il ne faudrait pas geler les loyers ? Mais moi, je ne suis pas contre geler des loyers, si c'est de manière temporaire et pour certaines catégories de population qui sont les plus vulnérables. J'ai même proposé un fonds de garantie de paiement des loyers. Un fonds de garantie de paiement des loyers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes qui sont en situation sociale difficile, temporaire, perte d'un emploi, accident de la vie, etc., pourraient rester dans leur logement plutôt que d'être expulsés, grâce à ce fonds de paiement d'une partie de leur loyer, qui les maintient et qui les protège, notamment dans des métropoles comme Paris où les loyers sont extrêmement chers, et qui rassure le propriétaire en même temps, puisque si c'est un investisseur, par exemple, pour sa retraite, eh bien, il aura le paiement de son loyer. Je trouve que c'est gagnant-gagnant. Donc, il faut protéger. Sur le pouvoir d'achat, je crois qu'il va falloir protéger les plus vulnérables. Je suis attaché à la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est protéger les plus vulnérables. Pas tout le monde, pas une mesure pour tout le monde, quoi. On cible. On cible des personnes qui ont le plus besoin. Sur les questions alimentaires, qui est une priorité absolue, pour que les gens puissent bien se nourrir. Je le vois dans ma permanence, je le vois en discutant. Il y a des problèmes très lourds. Il faut aider ces personnes-là, notamment dans ce projet de loi, j'espère qu'il y aura un chèque alimentaire pour protéger les familles et les personnes les plus vulnérables. Il y a la question de l'énergie, des prix d'énergie. Nous sommes dans une grave crise internationale. Il faut protéger nos concitoyens. Je pense notamment à la question de l'électricité, mais aussi, on en a parlé tout à l'heure, pour les voitures, la question du carburant. Et puis aussi, il faut aider celles et ceux qui commencent dans la vie, et nos aînés avec les petites retraites. Vous affrontez, on l'a dit, dans votre circonscription, Aymeric Caron, antispéciste. Est-ce que la jeunesse n'est pas séduite par cette radicalité écologique ? Il n'y a pas besoin d'être radical.
Moi, je suis écologiste. Je suis le seul député parisien en 2018 qui a voté pour l'interdiction du glyphosate. J'ai posé un acte fort pour transformer notre modèle de production et de consommation. Je crois même qu'il ne faut pas être radical. Il faut faire avec les autres. Parce que pour mener des bonnes politiques écologiques, il faut travailler d'abord à l'échelle européenne. On le voit bien. Alors, si on est pour la désobéissance européenne, comme M. Caron et M. Mélenchon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut savoir travailler avec les autres, les collectivités locales, les entreprises, les associations, les corps intermédiaires pour faire avancer la cause écologique. Et sur le bien-être animal, je suis très attaché à cette question-là. Je suis même le 5e député sur 577, le mieux noté par les associations animalistes, où j'ai posé des actes très forts pour changer notre regard sur le bien-être animal et pour faire évoluer notre société sur ces sujets-là. Et ça, on le fait en travaillant avec les autres et pas forcément en ayant raison tout seul dans son coin. Horizon, le groupe proche d'Édouard Philippe, a obtenu 58 circonscriptions. Il y aura donc un groupe à l'Assemblée. Quel sera le rôle de ce groupe? C'est une écurie présidentielle Philippe 2027? Non, c'est pas du tout le sujet. Nous sommes très clairement inscrits dans la majorité présidentielle pour la réussite de ce quinquennat. Nous avons des défis très lourds devant nous, un défi climatique, nous avons des fractures multiples dans la société française, des fractures territoriales, sociales, économiques et communautaires. Moi, je suis pour la réussite de ce quinquennat et c'est Emmanuel Macron qui a été élu pour lui donner une majorité et pour réussir sur la planification écologique, la cohésion sociale et l'efficacité économique. Nous avons une situation géopolitique internationale compliquée. Il faut des femmes et des hommes solides, des femmes et des hommes de dialogue, capables de défendre nos principes démocratiques et républicains et de faire en sorte que dans 5 ans, la France soit au maximum protégée. En 88, Mitterrand réélu à une majorité relative. Vous ne craignez pas le même scénario? Moi, j'appelle les Françaises et les Français à donner une majorité claire au président de la République. Nous avons besoin, dans le monde qui vient, de stabilité. Pierre-Yves Bournazel, merci. Bonne journée. Merci.